Alors bonjour à tous, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis étonné de voir qu'aujourd'hui il n'y a que 30, 32 qui participent. D'habitude on a une cinquantaine. Alors il n'y a même pas celui qui avait dit hier dans le CP, euh, l'autre délégué, c'est Saïdi. Il avait dit que moi je ne pouvais pas assister à la matinée parce que je ne me réveille pas tôt. Donc il n'est même pas là pour le soir. Bon. Alors, donne-moi une seconde. Voilà. Alors, alors aujourd'hui, on va aborder la deuxième partie du chapitre 4, qui concerne toujours les sites dynamiques. Euh, donc, on est toujours dans la programmation côté serveur. Et aujourd'hui, on va parler du langage PHP. Alors, donc, petit rappel dans notre carte d'exploration. Donc, on se situe ici. Donc, après avoir vu dans la première partie le protocole HTTP, aujourd'hui, on va s'intéresser au PHP. Donc, la séance d'aujourd'hui va s'articuler autour de 6 points. On va essayer de faire le maximum aujourd'hui. Mon but, c'est de vous faire, de partager avec vous le maximum de connaissances, peu importe la date de l'arrêt de cours ou la date de l'examination. Je ne suis pas dans cette optique. Mon optique, c'est que vous appreniez au maximum concernant la programmation web. Donc, si tout se passe bien, on devrait pouvoir arriver au sixième point. OK, alors petit rappel. Donc, la dernière fois, dans le chapitre 4, partie 1, on a vu, donc on a parlé du principe, on a parlé de la programmation de sites web dynamiques et on a parlé du principe du serveur web et du protocole HTTP qui permet l'échange entre le navigateur et entre le client HTTP qui est le navigateur et le serveur web qui va servir les ressources demandées. Alors, on avait dit que dans la programmation dynamique, il y avait des bouts de programme qui vont être exécutés du côté du serveur. Alors, on avait dit que ces programmes pouvaient être écrits avec différents langages, différentes technologies, côté serveur. Et dans notre cas, ça sera avec le langage PHP que nous allons utiliser pour construire ces pages dynamiques. Alors, rappelez-vous, on s'est arrêté ici dans la partie 2, dans la partie 1 du chapitre 4. Donc, on avait établi ce schéma-là et on avait dit comment allons-nous envoyer nos données au serveur en utilisant HTTP. Alors, on avait vu que c'était possible en utilisant les formulaires HTML. Alors, on avait vu comment construire un formulaire HTML valide. Donc, vous pouvez commencer par ouvrir une balise form. Vous mettez votre formulaire à l'intérieur et vous allez préciser dans action où va se dérouler le traitement et vous allez préciser dans méthode avec quelle méthode HTTP les données vont être envoyées, soit avec get, soit avec post, soit avec put, soit avec delete. Alors, et on s'est arrêté ici, on avait dit à quoi ressemble le programme côté serveur qui va recevoir les données envoyées par le client HTTP. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on va mettre dans cet endroit-là? Alors, c'est ici qu'on va tout de suite reprendre pour continuer. Alors, on avait dit que euh, ces programmes donc, pouvaient être écrits
Allô? Alors, il n'y a pas de problème de son. J'ai juste reçu un appel que je ne pouvais pas refuser. Excusez-moi. Alors, je reprends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, Ah, ok, très bien. Donc, on disait que ces programmes pouvaient être écrits avec différents langages et je porte à votre connaissance que c'est possible de le faire soit en PHP, soit en Java, soit en .NET à l'aide de C Sharp, soit avec Python. Alors, là, dans notre cours, on va le faire avec PHP. D'accord? Donc, on va s'intéresser aux bases du langage PHP. Alors, petite introduction concernant PHP. Alors, PHP, c'est quoi? Alors, l'acronyme PHP, alors le P, c'est pour PHP, donc c'est un sigle récursif. Le P, c'est PHP. Le H, c'est Hypertext. Et P, c'est Preprocessor. Alors, c'est un langage de programmation côté serveur pour la création de pages web dynamiques, interactives côté serveur. Alors, ça, vous le savez déjà. Alors, historiquement, ça a été créé par un certain monsieur qui s'appelle Rasmus Ledorf en 1994. Alors, pourquoi on pourrait utiliser PHP? On pourrait l'utiliser non seulement pour la génération dynamique de pages web, mais aussi pour faire de la manipulation des fichiers sur un serveur. On peut aussi l'utiliser pour collecter et traiter des données de formulaires. On peut l'utiliser pour l'envoi et la réception de cookies. Alors, on va voir après c'est quoi les cookies. Et on peut aussi l'utiliser pour l'interaction avec les bases de données et bien pour d'autres besoins. Il y a pas que, c'est pas une liste exhaustive. Alors, pourquoi utiliser PHP et pas un autre langage? Alors, il faut savoir que PHP il est largement utilisé et il est open source et gratuit. Il y a une large communauté qui le supporte. De plus, il fonctionne sur différentes plateformes. Il est cross-platform. Il fonctionne aussi bien sur Windows que sur Mac et Linux. Il est compatible avec différents serveurs. Donc, dans notre cas, on va utiliser Apache, serveur web Apache, mais il faut savoir qu'on peut aussi l'utiliser avec d'autres serveurs, comme le serveur IIS de Microsoft. Alors, il supporte aussi plusieurs SGBD. Dans notre cas, on va utiliser MySQL, mais c'est possible de le faire travailler avec différents SGBD, donc système de gestion de base de données. Ce qui est bien aussi avec PHP, c'est qu'il est parfaitement intégrable directement dans le code HTML. On va le voir après quand on va parler de la syntaxe. Et bien sûr, sa prise en main reste relativement assez facile comparé à d'autres langues. Alors, quelques caractéristiques concernant le langage PHP. Le langage PHP, il est multiparadigme. Il permet de faire de la programmation impérative, donc ce que vous avez fait en première année licence. Il permet de faire la programmation fonctionnelle et il permet aussi de faire de la programmation en orienté objet. D'accord? Alors, syntaxiquement parlant, c'est un langage qui est très proche du langage C et de Perl, qui sont ses ancêtres. Et il peut facilement être mélangé avec du code HTML au sein d'un fichier PHP. Alors, petite différence avec des langages connus comme le C et le Java. Première différence, c'est que c'est un langage dynamique et faiblement typé. Ça veut dire qu'une variable peut à tout moment changer de type. Donc, vous n'avez pas à faire la notion de déclaration, elle reste un peu différente des langages que vous connaissez. Vous n'avez pas besoin véritablement de faire une déclaration auquel vous allez attribuer un type à une variable. Donc, la variable, elle est déclarée au moment de sa première utilisation. Alors, donc la compilation et l'exécution peuvent détecter des erreurs de typage aussi. Hein. Quand vous allez utiliser une variable avec un type, il faut faire attention. On ne peut pas tout faire, par exemple, avec un string. On ne peut pas faire des opérations dessus avec des opérations arithmétiques. Alors, il faut savoir que PHP, ce n'est pas un langage compilé, mais interprété. Donc, il n'y a pas d'étape de compilation. L'exécution d'un programme PHP nécessite simplement le fichier source PHP qu'on appelle le script. Un fichier source PHP porte l'extension .php. Par exemple,
page.php, elle va contenir à l'intérieur du HTML mélangé à du PHP. Donc, si vous mettez .php, le serveur il va reconnaître il va savoir qu'il doit l'exécuter d'une certaine manière. Alors, le maintien du développement de PHP, il est maintenu par de PHP Group. Il faut savoir que depuis sa création, il a vu donc, une évolution. Donc, depuis les premières versions qu'on appelait PHP FI, qui sont apparues en 1995, il y a eu d'autres versions. Il y a eu la version 3 en 1998, puis la version 4 en 2000, puis est venue la version qui a longtemps duré, qui était la version stable, qui est la version PHP 5. Alors, PHP 6 n'a jamais été sorti à cause de certains problèmes techniques, donc ça a été abandonné. On est passé directement à PHP 7. Donc, dans PHP 7 qui est apparu en 2015, il y a eu quelques nouveautés et il y a eu l'introduction de PHP 8 en 2020 où il y a eu pas mal de nouveautés comme l'ajout de la possibilité de compiler certains bouts de code sur le serveur afin d'accélérer les choses. Alors, la toute dernière version, on en est à la version de 8.1 qui est apparue en 2021. Alors, si vous utilisez PHP 5, c'est OK. C'est ce que nous allons utiliser dans notre TP. Après, il faut savoir qu'on peut à tout moment migrer. On peut aller de la version 5 à la version 8 en faisant attention à notre code, bien sûr. Il y a certaines spécificités auxquelles il faudrait faire attention. Alors, PHP, comment ça fonctionne? Alors, on fait un petit retour en arrière juste pour rappeler les choses. Donc, quand on fait un site web statique, on utilise du HTML et du CSS. Le navigateur, qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer une demande de ressources qui se trouve sur le serveur, par exemple, page.html. Le serveur, il va retrouver cette ressource et il va l'envoyer sous forme de réponse au navigateur. Alors, ce n'est pas parce qu'on va aller à la programmation dynamique côté serveur qu'il faudrait penser que lorsqu'on fait un site statique, qu'il n'y a pas de notion de serveur web. Attention, hein. Parce que j'ai eu par le passé, certains étudiants qui ont pensé à un moment que c'était ça de quoi il s'agissait. Alors, la notion de serveur, elle existe même lorsqu'on fait un site statique, hein. C'est juste que le serveur web, il dessert simplement des ressources sans avoir à faire de la programmation de son côté. Alors, rappelez-vous aussi, quand on a parlé du site dynamique, quand on a fait la première partie, si vous vous rappelez, dans notre mini-application de gestion de personnes, on avait dit que si le site voulait générer dynamiquement sur une page web la liste de personnes et que cette liste de personnes se trouvait sur une base de données, si on voulait faire ça de manière dynamique, le serveur web, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire ces données à partir d'une table qui se trouve dans une base de données, puis il va créer sur une page web autant de TR, donc il va créer autant de TR que de lignes se trouvant dans les résultats récupérés. D'accord? Donc il va faire ça. Et finalement, la page web, cette page web qui sera construite, elle va être envoyée au navigateur qui va se contenter de l'afficher. Donc ça, c'est le principe de page web générée dynamiquement. Alors, comment faire ça donc comment créer un site web dynamique avec PHP? Donc, comment faire la même chose avec PHP? Donc, c'est très simple. Donc, vous avez le navigateur qui va demander une ressource qui se trouve sur le serveur. Imaginez qu'elle s'appelle page.php. Cette page.php, elle contient du HTML mélangé avec du PHP. Donc, vous avez du code HTML. Puis, à l'intérieur, vous avez un code PHP qui va permettre de générer le contenu de la table de manière dynamique. Puis, vous avez la fermeture de la table qui est une continuité du code HTML. Alors, puis, donc, quand la requête va arriver sur le serveur
par exemple le serveur web Apache, il va savoir que le navigateur demande un fichier PHP. Le serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va interpréter tout ce qui est code PHP. Donc, il va transformer le code PHP en une autre chose. Donc, le fichier PHP va être transformé en document HTML, ce qui va permettre de générer dynamiquement ce contenu-là. Et finalement, le document HTML qui est généré, il ne contient pas le PHP. Donc, tout le code PHP va disparaître et va laisser place au résultat et qui contient autant de lignes TR que de données récupérées. Et finalement, le document est envoyé au navigateur. Alors, si vous regardez bien, cette partie-là, c'est cette partie-là qui a été générée grâce au bout de code PHP qu'on avait mis dans page.html, page.php, pardon. Alors ça, c'est page.php avant interprétation du code PHP, donc ce code-là. Et ça c'est après interprétation. Alors, pour vous rapprocher un peu les idées, on va prendre quelques exemples. Alors, dans l'exemple 1, vous allez voir que PHP, il peut imprimer du texte dans notre futur document HTML. Imaginez que dans votre page.php, vous avez quelque chose comme ça. Vous avez le code PHP sous forme d'instruction qui ressemble à ça. Vous avez echo, E-C-H-O, echo, espace, entre guillemets, hello world. Alors, il faut savoir que cette instruction echo, qu'est-ce qu'elle permet de faire en PHP? Elle sert à afficher une chaîne de caractères ou bien une expression dans notre futur document HTML. Alors, après interprétation du code PHP, voilà ce qui va en rester. Donc, c'est ce que vous avez mis ici va être imprimé dans votre futur document HTML. Alors, à l'affichage, voilà ce que ça donne. Donc, en utilisant echo dans un code PHP, vous êtes en train d'imprimer du contenu dans votre futur document HTML. Alors, deuxième exemple, il faut savoir que PHP permet aussi d'insérer des éléments HTML. Alors, si vous faites maintenant echo, entre guillemets, vous n'allez pas mettre simplement une chaîne de caractères, mais une chaîne de caractères entourée avec des balises HTML. Par exemple, ici, j'ai imprimé bienvenue sur Bingo et je l'ai entouré avec H1, avec des éléments H1, avec des balises H1. Alors, après interprétation, voilà ce qui va être imprimé dans votre document HTML. Donc, ça va créer véritablement un élément HTML H1. Et voilà ce que ça va donner à l'affichage. Donc, ça va donner véritablement un élément H1. Donc, c'est un texte qui est imprimé en grand et en gras. Alors, troisième exemple, PHP peut être mélangé avec du HTML. Alors, dans notre page PHP, on peut mettre un exemple un peu plus compliqué comme ceci. Je peux commencer par ouvrir un tableau, table. À l'intérieur de table, voilà ce que je vais mettre. Je vais mettre un script PHP. Je vais déclarer une variable i. Je vais l'initialiser à 0. Puis, je vais dire while i inférieur à 3, je vais afficher des tr de la façon suivante. Je vais faire tr, echo, tr, td, j'affiche i, td, j'affiche le texte ligne numéro i, puis je ferme ma tr et je fais une incrémentation pour l'occurrence suivante dans ma boucle while. Alors voilà ce qui va être imprimé dans votre code HTML après interprétation du code PHP. Donc vous voyez que tout ce qui a été en PHP a disparu, il a laissé la création d'autant de TR que d'occurrences dans notre while. Donc ça, c'est la première occurrence, la première fois qu'on rentre dans le while, ça c'est la deuxième et ça c'est la troisième. Donc si vous voulez, la première occurrence a été insérée, pardon,
Permettez-moi juste d'effacer ce que je viens de mettre. Voilà. Je reprends mon feutre. Alors, ça a été inséré grâce à cet écho. Alors, si vous voyez, on retrouve le TR, la fermeture de TR, et on retrouve nos TD. TD, alors pardon, alors je m'excuse parce que en réalité j'ai fait capture d'écran, je l'ai corrigé après, finalement je n'ai gardé que le deuxième. Donc c'est ça le TD qui va être imprimé. Donc ça c'est dans la première occurrence. Donc le I quand il est égal à 0, il est égal à 1, puis quand il est égal à 2, puis égal à 3. Alors je vais corriger après les choses parce qu'en réalité il commence à 1. Donc c'est ça l'affichage à l'écran. Voilà ce que ça va donner. OK. Alors, donc, bon, je te fais enlever ça. Donc c'est bon, on en a parlé de la génération automatique du contenu HTML côté serveur. Voilà. Alors, comment installer ce PHP sur notre machine? Alors, c'est quoi finalement PHP? En quoi ça consiste? Comment l'installer? Est-ce que c'est un logiciel? Est-ce que c'est un éditeur de texte? Est-ce que c'est un environnement? De quoi s'agit-il? Alors, petit rappel, on revient un peu en arrière. Alors, si vous vous rappelez, quand on a mis en place ce schéma-là, on s'est arrêté ici, on avait dit qu'on avait d'un côté le navigateur qui jouait le rôle du client et nous avons d'un autre côté le serveur logique qui allait être joué par le serveur web. Et on avait dit qu'il existait plusieurs implémentations de serveur web. Nous avons Flask si on veut faire les choses avec Python, nous avons Nginx si on veut faire les choses avec JavaScript et nous avons la possibilité de travailler avec Apache et de lui rajouter des extensions PHP. Alors, théoriquement, on est censé aboutir à cette architecture comme ceci. On est censé installer sur notre serveur logique, notre serveur logique sera Apache. On est censé avoir du PHP qui tourne avec Apache sur le serveur physique, sur machine 1. Alors pour simplifier un peu les choses, ça donne ça. Vous avez le navigateur, vous avez le serveur web écoute sur le port 80, et voilà, le tour est joué. Alors, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas exactement l'installation que nous allons faire en TP. OK? Donc ça reste théorique. Donc ça, c'est théoriquement. Mais en réalité, en pratique, il faut connaître la notion de serveur local. Et oui, parce que dans notre cas, on ne va pas s'amuser à avoir une machine pour le client, une machine pour le serveur, mais ce qu'on va faire réellement, on va faire jouer à notre machine le rôle de machine 1, qui sera le serveur, et le rôle de machine 2, qui sera le client. Donc notre machine va jouer les deux rôles. C'est pour ça qu'on aura sur notre machine, on aura en même temps le navigateur, mais en même temps, on aura le serveur logique, c'est-à-dire le serveur web, qui va tourner également sur notre machine et qui va écouter sur le port 80. Donc, on aura le Apache et le PHP qui seront dans notre machine. Alors, le navigateur, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu d'aller chercher une autre machine, il va simplement faire une boucle en local pour aller chercher le port en local du serveur qui tourne sur notre machine. Donc, il lui suffit simplement, au lieu de faire l'adresse IP d'une autre machine, il lui suffit de faire localhost 2.80. Ou bien, tout simplement, localhost, au lieu de mettre localhost, on va mettre l'adresse IP 127.0.0.1. Alors, il faut savoir qu'en réseau, l'adresse 127.0.0.1 elle est réservée pour le localhost. Si vous tapez 127.0.0.0.1, en quelque sorte, c'est la même chose que lorsque vous allez écrire localhost. Vous êtes en train de dire, c'est l'adresse IP de ma machine locale. OK? Alors, donc, dans notre situation, on va installer cet environnement-là, c'est-à-dire
le serveur web Apache plus le PHP. Alors, pour installer cet environnement, il existe des solutions prêtes à l'utilisation. Elle propose des piles de technologies serveurs qu'on appelle des WAMP. Alors, WAMP, ça veut dire quoi? Ça veut dire Windows, donc c'est une pile, ça veut dire Windows, Apache, MySQL, PHP. Donc, c'est une pile de technologies qui propose plusieurs outils dans un seul endroit. Donc, vous aurez en même temps le serveur web qui sera installé, ça sera Apache, et vous aurez MySQL, le SGBD, et vous aurez aussi l'interpréteur PHP. Alors, le W, c'est juste pour dire que c'est censé tourner sur Windows, mais en réalité, il y a d'autres implémentations pour les autres environnements. Vous avez LAMP pour Linux, vous avez MAMP pour Mac, et vous avez également XAMPP pour multiplateforme. Alors, en TP, on va utiliser le WAMP server, qui est un WAMP. Donc, c'est juste une redondance dans la dénomination WAMP. WAMP, c'est le type d'outil qu'on utilise et cet outil qu'on va utiliser s'appelle WAMP Server. Alors, pour télécharger WAMP Server et l'installer, il vous suffit de vous rendre sur ce lien-là. Donc, là, dans notre situation, on va utiliser la version 2.5. Je n'ai pas voulu aller chercher une version plus récente, j'ai voulu chercher une version stable que j'ai téléchargée personnellement et je l'ai utilisée. Donc, vous pouvez reprendre en TP ce lien-là et vous allez l'installer. Alors, qu'est-ce qu'elle propose, cette version 2.5? Alors, ça change d'une version à une autre. La pile de technologies qu'elle propose, elle propose toujours Apache, PHP, MySQL, mais c'est juste les versions qui changent. Ils peuvent changer. Dans la version 2.5, vous avez Apache, la version 2.4.9, vous avez PHP 5.5.12 et vous avez MySQL 5.6.10. C'est important toujours de savoir sous quelle version vous êtes. Alors, donc, une fois téléchargé, il vous suffit de double-cliquer sur le fichier et vous allez atterrir sur une suite d'étapes où il vous suffit simplement de cliquer sur suivant, jusqu'à l'étape finale. Donc, il n'y a rien de compliqué pour l'installation. Donc, après l'avoir installé, vous devez le lancer. Vous devez vous assurer que l'installation s'est bien déroulée. Alors, pour ça, vous allez sur le bouton démarrer, vous allez chercher WAMP. Vous allez trouver WAMP Server, Start Web Server. Start Web Server, vous allez actionner le bouton Start WAMP Server. Ensuite, vous allez voir tout en bas à droite dans votre barre des tâches, voir apparaître un petit voyant sur votre barre des tâches vous indiquant que WAMP Server est en cours d'exécution. Alors, il vous suffit de faire un clic gauche sur cette icône-là pour voir apparaître un menu contextuel qui appartient à WAMP Server. Et vous avez plusieurs choses que vous pouvez faire sur ce menu-là. Vous pouvez par exemple aller parcourir Apache. Vous pouvez cliquer sur Apache. Puis vous avez ce menu-là. Vous avez version pour vous montrer la version du serveur. Vous avez service. Si vous allez sur service, vous pouvez voir est-ce que le serveur est en cours d'exécution ou non. Par exemple, ici, comme le bouton Start, il est grisé, ça veut dire qu'il est déjà démarré. Alors, vous pouvez vérifier la même chose pour MySQL, qui est un GBD, pour vérifier qu'il est démarré ou pas. Alors, on va revenir sur ça dans le prochain cours lorsqu'on va faire la persistance des données. OK. Voilà. Concernant l'éditeur de code, alors on pouvait toujours garder l'éditeur de code Notepad++, en activant simplement la coloration syntaxique, soit HTML, soit PHP, donc ça va fonctionner. Alors, vous avez d'autres éditeurs de texte qui sont possibles. Vous avez par exemple PHP Storm, qui est carrément un IDE qui propose un environnement dédié à PHP. Vous avez une assistance concernant les fonctions, la correction, etc. Vous avez aussi VS Code, qui reste un éditeur universel, et vous avez aussi son frère, le Sublime Text. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les extensions des fichiers PHP portent l'extension PHP, tout simplement. Alors, pour ça, veillez à activer
l'affichage des extensions sur votre explorateur de fichiers. J'ai remarqué en TP que beaucoup ne l'ont toujours pas fait. Donc, à croire que c'est une religion pour certains, ils ne veulent pas le faire. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un simple Hello World pour vérifier que les choses fonctionnent correctement. Alors, ce qu'on souhaite faire, c'est une page web qui contient un texte Hello World, mais on souhaite le faire avec du code PHP. On souhaite imprimer un élément H1 qui va afficher Hello World. Alors, pour faire ça, on va mettre on mettra notre code PHP dans un fichier mapage1.php. Donc, on va créer un fichier qui va s'appeler mapage1.php. Je vous dirai après où on va le mettre. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre à l'intérieur? Vous allez mettre le code PHP suivant. Vous allez mettre ceci, vous allez mettre echo. Et vous allez mettre la chaîne de caractères qui contient la balise H1, hello world H1. Et donc, afin d'obtenir ça. Alors, à ce niveau-là, j'ai envie de vous poser une question qui est la suivante. Alors, après avoir créé le fichier mapage1.php, est-ce que, et pour la lancer, est-ce qu'il nous suffirait simplement de double-cliquer sur ce fichier-là pour voir apparaître ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il nous suffirait de faire la même chose que nous avons l'habitude de faire avec les fichiers HTML simples? Alors, la réponse, c'est que si on fait ça, si on double-clique sur le fichier mapage1.php, voilà ce qu'on va voir apparaître à notre grande déception. Donc, on va voir que finalement, notre page va afficher du code PHP. Alors, pourquoi? Alors, pourquoi ça a été affiché de cette manière-là? Ça a été affiché de cette manière-là parce que le code PHP n'a pas été interprété tout simplement. Alors, pourquoi? La raison à cela, c'est que tout doit passer par le serveur web HTTP qui va s'assurer de faire appel à un interpréteur PHP pour transformer ce code PHP en code HTML. Alors, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Quand on veut créer un site web dynamique avec PHP, on commence donc par créer notre page web. Donc, c'est ce que nous avons fait, ma page 1.php. Maintenant, le navigateur, il va demander la ressource au serveur web. Il va demander page 1, ma page.php. Le serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser un interpréteur de PHP pour interpréter le code inclus. Donc, il va pour interpréter ça. Et il va transformer le tout en document HTML qui sera généré et qui va ressembler à ça. Donc, il ne contient pas de PHP. Alors, pour faire ça, donc, dans notre cas, on doit d'abord mettre le fichier mapage1.php dans le serveur web. Donc, théoriquement, on doit le mettre sur le serveur web. Alors, puisqu'on travaille en local, ceci revient à mettre le fichier sur le répertoire www du WAMP server. Donc, tout ce que vous allez mettre dans le dossier 3W de WAMP server, c'est comme si vous êtes en train de le mettre véritablement en production sur le serveur web. Alors, où est-ce qu'il se trouve ce dossier 3W de WAMP server? Donc, vous n'avez pas besoin de le retenir en tête. Il vous suffit simplement d'aller dans ce menu contextuel. Vous avez le menu www directory et vous allez atterrir sur ce répertoire. Donc, ici, j'ai mis ma page 1.php dans 3W de dossier 3W de WAMP server. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Donc, après l'avoir mis sur le serveur web, il me suffit sur mon navigateur maintenant qu'à demander la ressource en passant par le serveur. Alors, comment je dois le faire? Je dois mettre l'adresse IP de mon serveur, le port de mon serveur web et le nom de la ressource demandée. Alors, si je suis en production et il y a vraiment la machine 1 qui fait tourner le navigateur et la machine 2 qui fait tourner le serveur, je peux mettre l'adresse IP de cette machine suivie de 2 points
puis le port du serveur web 80 / le nom de la ressource demandée qui n'est autre que ma page 1.php. Mais comme en TP, tout va tourner en local, il va nous suffire simplement de mettre localhost 2.80 ma page 1.php. Et tout devrait bien fonctionner. On va avoir hello world au lieu du code PHP. Alors maintenant, on va s'attarder un peu sur le noyau du langage. Alors, pour parler du noyau de langage, on va parler de 9 choses. On va commencer par parler de la syntaxe, les variables et les constantes, les opérateurs, les conditions, les boucles, les fonctions, la portée d'une variable, les variables super globales, et on va parler un peu de quelques fonctions natives dans PHP. Je ne pense pas qu'on va pouvoir faire tout ça aujourd'hui. On va essayer de faire le maximum et laisser le reste pour la semaine prochaine. Inch'Allah. Alors, syntaxiquement parlant, un script PHP doit toujours commencer avec chevron inférieur, point d'interrogation PHP, et se termine par point d'interrogation, chevron supérieur. Donc, à chaque fois que vous voulez mettre un code PHP, vous devez l'entourer avec ça. Alors, il y a d'autres manières de l'entourer, mais je préfère que vous gardiez cette manière, comme ça on sera tous sur la même longueur d'onde. Après, ce que vous devez savoir, c'est qu'un fichier PHP peut contenir un script PHP seulement. Donc, vous pouvez avoir un fichier PHP qui contient simplement ça, mais vous pouvez aussi avoir un fichier PHP qui contient du PHP mélangé avec du HTML, comme cet exemple-là. Donc ici, j'ai un fichier HTML habituel, comme on s'est habitué à voir, et au milieu, j'ai mis un script PHP. Alors, quand il est mélangé avec du HTML, le script PHP peut être placé n'importe où dans le document selon le besoin. Alors, spécifiquement ici, j'ai eu besoin de le mettre donc à l'intérieur du table, parce que j'ai besoin que le TR s'affiche à l'intérieur du table. Mais pour une raison ou une autre, par exemple, si j'ai envie de déclarer une fonction PHP, je peux la mettre n'importe où sur mon code HTML. Je n'ai pas besoin de la mettre à un endroit bien précis. C'est comme avec les scripts JavaScript. Je peux les mettre en fin ou bien au début. Toujours en parlant de la syntaxe de PHP est très proche de celle du langage C et C++, vous allez le voir après. Il faut savoir que toutes les instructions doivent se terminer impérativement par un point-virgule, donc comme celui-ci. Voilà. Il faut savoir que PHP est partiellement sensible à la casse. Donc, la sensibilité est appliquée seulement sur les variables déclarées par l'utilisateur. Donc, les variables, les constantes, les propriétés, les clés du tableau. Tout le reste, ce n'est pas important que vous l'écriviez en majuscule ou en minuscule. Alors, pour les affectations, il suffit d'utiliser le signe égal. Donc, par exemple, ici, on a fait un calcul et le résultat sera affecté à la variable A. Pour les commentaires, donc c'est pas compliqué, il suffit d'utiliser 2/ ou bien dièse quand on veut commenter une seule ligne. Si vous voulez commenter plusieurs lignes, vous pouvez faire un commentaire en bloc en utilisant / étoile, puis étoile /. Alors, on va parler un peu des variables, les constantes. On va commencer par les types primitifs. Alors, ici, j'ai créé un script PHP où j'ai déclaré plusieurs variables. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une variable le nom d'une variable doit toujours être précédé par $. OK? Par exemple, ici, c'est la variable nom, donc elle commence par $, puis nom. Ici, je lui affecte une chaîne de caractères. Donc, peu importe que vous utilisez les cotes ou les guillemets, c'est la même chose. Prénom, je lui ai donné donc la même chose, chaîne de caractères. Âge, je lui ai donné un entier. Note, je lui ai donné un réel.
état adulte, je lui ai donné un booléen, donc il y a true et false. X, je ne lui ai pas donné de valeur, donc j'ai mis un nul, ça veut dire qu'elle n'est pas initialisée. Pour les constantes, en PHP, comment on le fait? On met define, entre parenthèses, le nom de la constante et la valeur qu'on voudrait lui affecter. Par exemple, ici, c'est pi. On voudrait lui affecter la valeur 3.14. Alors, l'appel aux variables, donc ici, ce que j'ai voulu faire, c'est, je voudrais simplement les afficher. J'ai mis echo, espace, dollar, non, point. Alors, si je fais simplement ça, si je mets simplement ça, ça va fonctionner, hein. J'aurai ça. Mais juste pour provoquer un retour à la ligne, j'ai fait une concaténation avec une autre chaîne de caractères qui est l'élément HTML BR qui va provoquer un retour à la ligne. Donc, il va afficher le contenu de la variable nom. Je fais une concaténation avec l'opérateur point. Alors, le point en PHP, il sert à faire une concaténation de chaînes de caractères. En Java, vous avez l'habitude de faire avec le plus. Sur PHP, on le fait avec point. Donc, à chaque fois que vous allez voir un PR, je le fais exprès pour provoquer un retour à la ligne. Ici, j'ai fait une concaténation, donc nom égale nom, concaténé avec la valeur avec la variable nom, puis prénom. Donc, j'ai affiché là, j'ai affiché la note, j'ai affiché état adulte. Alors, les booléens, ils ne s'affichent pas. Donc, si vous mettez, par exemple, état adulte égale true et vous mettez echo état adulte, vous n'allez rien voir affiché au rendu. Alors, pour faire ça, vous devez, par exemple, mettre if état adulte égale true, afficher ceci, sinon afficher cela. Sinon, vous n'aurez rien à l'affichage. Donc, x, donc pour afficher les constantes, c'est la même chose. Pardon. Alors, il y a un petit problème. Je suis un peu emmêlé les pinceaux. Je ne sais pas de quoi. Je pense que j'ai fait une erreur. Je me suis trompé. Alors, en réalité, alors je vais revoir après cette partie parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est manque qui a permis d'afficher le 1. Donc, je vais après revoir cette partie, hein. Je l'ai fait un peu vite. Je pense que ce n'est pas le bon code. Après, je vais le réparer. Le vide c'est en réalité pour le x parce que c'est une variable non initialisée. Ensuite, pour afficher une constante, la constante pi, donc il suffit juste de lui faire appel. Ensuite, si je fais pour oui, et adulte, ça pourrait oui. être le booléen true. Oui, monsieur, c'est un. Probablement, hein. Permettez-moi juste de vérifier parce que hier j'ai travaillé sur un autre exemple, j'ai un petit problème. C'est pour ça que j'ai gardé en tête la dernière définition. Je dois sûrement confondre. De toute façon, je vais revenir dessus, je vais réparer tout ça. Il n'y a pas que cette erreur-là, il y a d'autres erreurs qui sont apparues un peu plus haut. Donc, je m'excuse pour si parfois mes slides peuvent contenir des petites cookies. Donc, je les répare au fur et à mesure. Alors, après, si je mets est adulte, après l'avoir déclaré en minuscule, donc ici j'ai oublié le dollar. Donc, si je mets dollar est adulte en ne respectant pas la case, en mettant tout en minuscule, je vais avoir une erreur parce que PHP ne va pas pouvoir la retrouver. Il va se dire que est adulte en minuscule, c'est pas est adulte avec A majuscule. D'accord? Et tout ce qui va suivre après va être ignoré. Donc, l'interpréteur va arrêter, vous allez avoir une surprise à l'affichage. D'accord. Alors maintenant, on va parler des variables du type complexe. On va parler des tableaux. Alors pour les tableaux, vous avez plusieurs types. Vous avez d'abord les types, vous avez d'abord les tableaux indexés qui fonctionnent comme suit. Alors vous pouvez les déclarer de cette manière. Donc vous pouvez déclarer un tableau de cette manière. Vous mettez array, donc
le nom de votre variable qui va contenir le tableau, dollar mon tableau 1 égale array, et à l'intérieur, vous mettez les éléments de votre tableau. Alors, vous pouvez le faire d'une autre manière un peu plus simple, qui est courte. Vous pouvez déclarer directement en mettant entre crochets les valeurs de votre tableau. Ensuite, pour afficher un tableau rapidement sur votre page web, vous pouvez faire print-8 R, le nom de votre tableau, et vous aurez quelque chose qui ressemble à ça. Alors, vous avez array, il vous donne l'index 0, il contient 1, l'index 1 contient 2, 3, 4, 5, etc. Alors, je peux mettre des chaînes de caractères à l'intérieur. Donc, ici, le premier contient A, puis B, puis test, puis D. Je peux mélanger, je peux mettre des entiers, des booléens avec... alors, effectivement, true, c'est un... Donc, je peux mélanger, je peux mettre différents types dans un tableau. Alors, pour avoir accès à un élément bien précis dans notre tableau, je peux utiliser crochet l'index de l'élément auquel je voudrais accéder. Par exemple, ici, j'ai mis mon tableau entre crochet 0 pour avoir accès au premier élément du tableau 3. Donc, le premier élément, il commence à 0, donc c'est A. C'est pour ça qu'on a A ici. Le troisième élément, 0, 1, 2, 3. Donc, si j'ai true, le true c'est 1, le false c'est 0, donc c'est pour ça qu'on a 1. Pour modifier, c'est simple, il vous suffit de mettre le nom de votre tableau, entre crochets, l'indice de l'élément que vous voulez modifier, puis vous faites une affectation. Pour ajouter quelque chose à la fin, vous pouvez mettre le nom de votre tableau entre crochets, vous ne mettez rien entre crochets, vous laissez vide, et il va l'insérer à la fin, comme par exemple ici, il a inséré Z, la lettre Z, à la fin. Alors, aux côtés des tableaux indexés, on a un autre type de tableau qu'on appelle les tableaux associatifs. Alors, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Alors, imaginez que je voudrais, au lieu que mon tableau soit indexé par PHP automatiquement, c'est-à-dire que la première case, ça sera 0, la deuxième case, c'est 1, la troisième, c'est 2, la quatrième, c'est 4. Alors, je voudrais, au lieu de ça, je voudrais affecter moi-même ces index. Alors, pour quelle raison je voudrais affecter ces index moi-même? Imaginez que je voudrais créer un tableau qui ressemble à ça. Par exemple, je voudrais mettre ici les noms. Et ici, je voudrais mettre des points. Par exemple, ici, je vais mettre John, ici 10, ici Bob, ici 25, etc. Alors, je pourrais le faire d'une manière très simple en déclarant un tableau associatif. Ça veut dire quoi? Donc, je vais déclarer la variable person point égale array. Et dans array, au lieu de mettre directement des valeurs, je vais mettre l'index John égale supérieur 10. Donc, j'ai fait la première. Ensuite, virgule, je vais mettre Bob égale -8 égale supérieur 25, etc. Alors, à l'affichage, ça va donner quoi? Ça va donner ceci. Donc, vous avez la première case, elle est indexée avec John, qui a 10 points. La deuxième, elle est indexée par Bob, qui a 25 points. Ryan, 3 points. Rosie, 43 points. Donc, je peux rapidement créer une structure de données qui va me permettre de faire beaucoup de choses. Alors, si je veux inverser, si je veux utiliser le même principe pour un autre besoin, imaginez que je voudrais que la première colonne, ça sera des identifiants, et la deuxième, c'est le nom des personnes. Je voudrais par exemple qu'il y aurait des identifiants comme ça, 100, ça c'est John, 101, c'est Bob, 102, c'est Ryan, 103, c'est Rosie.
Alors, j'inverse les choses. Donc, l'index, ça sera 100, 101, 102, 103. Donc, à l'affichage, ça va donner ceci. OK, donc pour accéder à un tableau associatif, dans notre premier tableau associatif qu'on a créé, il suffit simplement de mettre le nom du tableau et l'indice auquel on voudrait accéder. Par exemple, si je veux accéder au point de John, je mets entre guillemets John et j'aurai ces 10 points. Si je veux accéder à la personne identifiée par le code 102, je peux mettre le nom de la variable IDS persons et entre crochets 102 et j'aurai rien parce que c'est elle qui a été identifiée par euh, l'indice 102. Pour faire l'ajout, je peux le faire par exemple dans le premier tableau, je peux faire persons, point, entre crochets, le nom du nouvel indice, par exemple Smith, égale 99, donc j'aurais inséré quelque chose comme ça. Très bien. Alors, j'ai mis tableau multidimensionnel, mais en réalité, je l'avais retiré. Donc, on va se contenter juste des tableaux indexés, tableaux associatifs. Donc, je vais l'enlever après. Je ne voudrais pas que le cours soit trop compliqué. Je vais vous laisser découvrir les autres structures par vous-même. Alors, pour les opérateurs, c'est toujours bien de connaître. Donc, il n'y a rien de changé pour l'addition, la soustraction, la multiplication. La division, le reste de la division, c'est en utilisant le pourcentage. On peut toujours incrémenter de 1 en utilisant le plus, décrémenter de 1 en mettant moins, moins. Pour les opérateurs logiques, vous avez donc le true et le false. Et pour faire comparer deux variables booléennes, vous pouvez utiliser le AND. Pour le et logique, vous pouvez utiliser soit deux fois et commercial, soit le AND. Pour le ou logique, vous pouvez mettre soit deux barres. Vous pouvez mettre soit deux barres, soit or. Pour la négation, vous pouvez mettre soit point d'exclamation, le nom de la variable, soit not, le nom de la variable. Pour les opérateurs rationnels, vous avez la même chose, donc supérieur, inférieur, donc c'est la même chose que ce que vous avez vu en JavaScript. Pour l'égalité, vous mettez deux fois égal. Pour l'inégalité, vous mettez point d'exclamation égal. Alors, pour les conditions, donc pour faire une condition, donc vous avez une condition avec une seule instruction. Donc, vous mettez if, le test que vous voulez faire, puis l'instruction à exécuter. Vous n'avez pas besoin de mettre des accolades. Donc, si vous avez plusieurs instructions à exécuter, c'est la même chose que JavaScript, vous mettez accolade ouvrante, accolade fermante. Alors, la structure conditionnelle avec else, donc c'est la même chose que JavaScript, vous mettez if, else. Vous avez aussi la possibilité de mettre un else if. Donc, if, si c'est vérifié, je rentre ici. Else if, une autre condition, si c'est vérifié, j'entre ici. Else, si aucun des deux n'est vérifié, je rentre au cas échéant ici. D'accord. Alors, pour les boucles, donc vous avez plusieurs manières de créer une boucle en PHP. Vous avez d'abord la boucle for. Alors, comment l'utiliser? Donc, on met for, entre parenthèses, on met plusieurs choses. On met dans la première position notre variable initialisée à partir duquel on voudrait commencer. La condition est le pas. Donc ici, je commence à 0. Tant que c'est inférieur à 4, je fais une incrémentation et j'affiche une suite de chiffres de 0 à 3. Je peux faire la même chose avec le while. Donc, je déclare une variable i égale 0. Tant qu'elle est inférieure à 4, j'affiche et j'incrémente le i. Je peux faire la même chose avec do while. Donc, je rappelle le do while, il sert à entrer au moins une fois dans la boucle.
Donc, je déclare à 0, je rentre au moins une fois. Donc, ça, c'est le premier, ça, c'est 1. Puis, tant que c'est inférieur à 4, je continue et j'obtiens la même chose. Alors, maintenant, si je veux boucler sur une structure de données complexe, comme les tableaux, le mieux serait d'utiliser la fonction, la boucle for each. Alors, imaginez que j'ai le tableau des personnes, tableau associatif, donc indexé par le nom des personnes et qui contient des points. Donc, je peux faire for each le nom du tableau as la variable que je vais utiliser pour parcourir, donc ça sera personne, et je fais echo personne. Qu'est-ce qu'elle va me donner? Ça va me donner le contenu de chaque case. Donc ça va me donner ceci 10, 25, 3, 43. Alors maintenant, imaginez que je voudrais afficher l'indice, donc je voudrais afficher le nom des personnes. Alors je peux faire ça en mettant for each, le nom du tableau, as, et je mets la variable du parcours égale supérieur point. Donc en mettant ceci, ça va me donner accès en même temps à un indice et en même temps au contenu. D'accord? Donc maintenant, il me suffit juste de faire appel à personne et PHP va comprendre automatiquement que je suis en train de faire référence à l'indice et non pas à la case. Donc, bien sûr, si je veux afficher les deux en même temps, je peux faire une concaténation en mettant personne, point, deux points, point, les points associés à chaque personne, et j'aurai quelque chose de plus élaboré comme ceci. Voilà. Alors, on va parler un peu des fonctions. Alors, très bien. Donc, la déclaration d'une fonction se fait à l'aide du mot-clé function. Donc, vous mettez function, le nom de la fonction, et à l'intérieur, vous avez le corps de la fonction. Donc, ça, c'est une fonction qui n'a pas de paramètres et qui retourne rien. Alors, pour faire une fonction avec paramètres, donc c'est la même chose que vous avez l'habitude de faire. Il suffit juste de mettre entre parenthèses les paramètres que vous voulez faire passer à une fonction. Par exemple, ici, c'est val1 et val2. Si je veux utiliser une fonction qui retourne quelque chose, je peux utiliser le mot-clé return. Donc, elle va faire ici une multiplication et il va retourner le résultat. OK. Alors, si je fais maintenant pour appeler la première fonction do calcul 10, il me suffit simplement de mettre son nom et mettre des parenthèses. Pour la deuxième, il me suffit de passer des paramètres. Et pour la troisième, il me suffit de faire un écho do calcul 2 parce que en réalité, elle n'affiche rien, elle fait juste un return. D'accord? Alors, je voudrais vous parler d'un autre exemple pour vous expliquer une notion très importante. Alors, imaginez que vous avez déclaré le tableau associatif suivant. Donc, le même que celui sur lequel nous avons travaillé tout à l'heure. Donc, il contient des personnes et des points. Alors, j'ai déclaré une fonction qui s'appelle function 3, function doCalcul 3, qui prend en paramètre un tableau. Elle va aller chercher l'indice John et elle va lui affecter 99 points. Alors, si je l'appelle cette fonction doCalcul 3 et je lui fais passer le tableau persons point, puis j'affiche le résultat. Alors, vous allez vous rendre compte que ça n'a pas changé. Alors, ça n'a pas changé parce qu'en réalité, on n'a pas fait passer ce tableau comme paramètre ici. On ne l'a pas fait par référence. On l'a fait par valeur. En réalité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une copie et il va la donner à doCalcul 3 et ce sera en réalité un autre tableau sur lequel elle va travailler. Donc, elle ne va pas affecter la version originale de ce tableau-là. Par
contre, si je veux forcer le passage par référence, je voudrais que ma fonction opère sur la version originale de ce tableau-là. Je peux le faire en mettant, donc dans les paramètres, je peux mettre le et commercial. Je mets et commercial, le nom du tableau. Maintenant, si je fais la même chose, je fais l'appel et j'affiche à nouveau mon tableau, je vais voir que effectivement, ça change. Alors, c'est très, très important cette notion parce que vous allez utiliser des fonctions, vous allez faire passer des variables et croyez-moi, si vous n'êtes pas au courant de ce comportement-là, vous allez avoir des surprises. D'accord? OK. Alors, on va terminer avec cette notion de variable globale et variable locale parce que je pense que c'est déjà pas mal de notions et ça permettra aussi de donner du contenu pour le prochain cours, la prochaine séance. Comme ça, on ne va pas se retrouver avec juste une petite notion à traiter dans un seul cours. Alors, il faut comprendre que lorsque vous déclarez une variable dans votre code PHP, elle peut avoir plusieurs portées et c'est important de le savoir. Alors, si vous déclarez des variables dans votre code, dans le code principal, par exemple, ici, j'ai déclaré une variable A auquel j'ai associé la valeur 1, B égale 2, la même chose. Alors, ces variables vont avoir une portée globale parce qu'elles ne sont pas elles sont pas dans un bloc de code à l'intérieur d'une fonction. Donc, elles sont accessibles depuis n'importe quel endroit dans votre code, dans votre page web. Par contre, si je déclare une fonction, je mets function calcul, et à l'intérieur, je déclare une fonction C qui va faire 1 plus 2. Alors, il faut savoir que C aura une portée locale. On va parler du variable local. Maintenant, si vous exécutez calcul, vous faites appel à A, vous faites appel à B, tout va bien. Si vous faites appel à C, vous allez avoir une erreur parce que C, elle est locale. Un fonction calcul. OK? Alors, deuxième exemple. Alors, j'ai repris la même chose, sauf que cette fois, à l'intérieur de fonction, je ne voudrais pas qu'elle fasse le calcul avec 1 plus 2, je voudrais qu'elle fasse le calcul avec les variables que j'ai déclarées en dehors de la fonction, c'est-à-dire A et B. Alors, si je fais ça, étonnamment, je vais avoir un problème. Alors, vous allez sûrement être surpris parce que dans un autre langage, c'est possible de faire ça. C'est possible d'utiliser une variable globale à l'intérieur d'une fonction. Et ça n'aurait pas causé de problème. En revanche, sur PHP, ça pose problème. C'est d'ailleurs l'une des reproches auxquels on fait généralement à PHP parce que il nous empêche de faire ça. Alors, heureusement, pour remédier à ça, on peut on peut y remédier avec deux façons. Je peux soit mettre dans la fonction calcul, je peux mettre global, puis déclarer mes deux variables que je voudrais réutiliser à l'intérieur de la fonction calcul. Je peux mettre global, espace $A, virgule $B. Et j'aurai accès à mes variables globales. Et effectivement, lorsque vous allez les changer, véritablement, c'est ces valeurs-là qui vont changer. Ce n'est pas des copies. Ou bien, il y a une autre manière plus simple, c'est de faire appel, donc au lieu de mettre global et tout, on peut mettre directement $globals entre crochets A et vous aurez accès à la variable globale A. Même chose pour B, vous pouvez mettre $globals B, vous aurez accès à la variable globale B. Alors, en réalité, c'est quoi global? On va le voir après. Global, c'est une super variable, super globale, pardon. C'est une variable super globale qui va contenir toutes les variables c'est un tableau associatif qui va contenir toutes les variables globales que vous avez déclarées. Donc, vous allez avoir un tableau associatif comme ça, qui va contenir comme indice le nom de la variable, par exemple A,
Et ici, c'est sa valeur. Par exemple, 1, B2. Donc ça, c'est un tableau associatif qui s'appelle Globals. Globals. Voilà. Alors, un dernier exemple, juste pour bien élucider les choses, pour que ça soit clair. Donc, ça mérite d'être expliqué. Si dans votre code HTML, vous avez un bout de code PHP qui commence, puis il se ferme, puis vous avez du code HTML, puis vous avez un autre bout de code PHP qui s'ouvre pour faire autre chose. Alors, il faut savoir que si vous déclarez quelque chose ici, sur la même page, hein, si vous déclarez une chose ici, elle est réutilisable ici. Et voici un exemple pour vous démontrer. Si on déclare une variable globale personne, qui est un tableau associatif, donc toujours le même exemple, des personnes avec des points. OK. Maintenant, je crée une fonction qui s'appelle bonification, qui va, à chaque fois que je vais lui donner une valeur, elle va lui rajouter 5. Donc, je l'ai appelé bonification. Et elle va retourner la nouvelle valeur. Donc, elle va en réalité pas rajouter directement un val, 5 points, en réalité, elle va créer une nouvelle variable qui va s'appeler newVal. Donc, j'ai mis newVal égale val plus 5, elle va retourner newVal. Alors, si je fais en dehors de la fonction newVal, donc ça va donner erreur, vous le savez déjà, parce qu'elle est locale. Donc, si je fais appel au tableau persons., dans mon code, dans mon script PHP qui se trouve à l'intérieur du HTML, donc je pourrais le faire parce que c'est une variable globale. D'accord? Donc, c'est important de savoir que tant qu'on est sur la même page web, c'est OK d'utiliser la même variable PHP, même s'il y a des coupures au milieu. Alors, si vous allez me poser la question, est-ce que par global, on entend global, ça veut dire qu'on peut la réutiliser sur une autre page web? La réponse est non. Vous ne pouvez pas réutiliser persons.point sur une autre page web qui va s'appeler, par exemple, je ne sais pas, la page 2.php. La réponse est non. Là, pour faire ça, on va voir après qu'on peut utiliser la notion de session. On va revenir plus tard dans la deuxième partie, dans le prochain cours. Imaginez par exemple que vous avez un utilisateur qui s'est connecté, vous avez son nom et son prénom. Alors, vous vous êtes connecté à la base de données pour le récupérer une fois, mais vous ne voulez pas que vous ayez à le faire à chaque fois. Vous voulez, après l'avoir récupéré sur une page, vous voulez pouvoir le réutiliser d'une page à une autre. Donc, c'est pratique, avoué, d'avoir le nom, par exemple, le nom et le prénom affichés en haut d'une page web, par exemple, tout en haut à droite, le nom et le prénom. Alors, si vous faites à chaque fois des requêtes à la base de données pour les récupérer, ce n'est pas l'idéal. Vous allez inutilement saturer la base de données et le trafic réseau. Au lieu de ça, ce qu'on fait, on les récupère une fois, on le stocke dans une variable et on va s'arranger pour que cette variable soit accessible sur toutes les pages. Alors, c'est pour ça qu'on va utiliser ce qu'on appelle la notion de session. Ce n'est pas l'objet de ce cours, le cours d'aujourd'hui. On va le faire dans la deuxième partie, Inch'Allah. Alors, on va s'arrêter ici. Donc, la prochaine fois, on va parler des variables super globales. On va parler des serveurs, globals, get, post, request, files, cookies, session et les variables d'environnement. Alors, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Alors, il y a 40 personnes présentes.